chers étudiants, chers amis. Je suis très contente d'être ici. Mes choix, le rôle très difficile de commencer ce cycle de conférences, on va dire, en hommage à Louis-Jean Calvé. Je suis très heureuse d'y prendre part, d'y participer. Merci à l'Université de Chypre de permettre cette rencontre. Merci aux organisatrices pour tout le travail accompli jusque-là pour l'organisation et la réussite de cet événement. Voilà, donc quand j'ai commencé à discuter avec Marielle de cet événement, du contenu de ma présentation, j'avais confié à Marielle dans un de mes emails que pour moi il y avait Louis-Jean Calvé puis les autres. Et elle m'a dit pourquoi ne pas commencer par ça. Voilà, et donc je le fais. Nous rendons aujourd'hui hommage à un des pionniers de la sociolinguistique francophone. Et je suis vraiment très heureuse de participer à ce moment historique. Et donc j'espère que je pourrai mettre en lumière quelques-uns des aspects de cette sociolinguistique telle que pensée, telle que réfléchie, telle que théorisée par Louis-Jean Calvé et son impact sur les travaux, notamment sur le contexte du monde dit arabe et du contexte maghrébin notamment. Alors je vais commencer par présenter d'abord le plan de ma communication. Ça se déroule comme ça. Alors je parlerai, merci à Michel d'avoir introduit un peu ma communication qui va porter sur les voies de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine. Donc je vais parler par la suite du retour de Louis-Jean Calvé sur son ouvrage, donc dans un de ses articles qui date de 2005. Puis je vais parler aussi des travaux cités par Louis-Jean Calvé qui ont encouragé, on va dire, le décloisonnement de la sociolinguistique urbaine. Et deux travaux particulièrement qui citent celui de Catherine Miller, les travaux de Catherine Miller sur le monde arabe, sur la sociolinguistique dite arabisante ou la dialectologie urbaine, et les travaux aussi sur le contexte maghrébin. Et enfin, je parlerai de la dimension de l'urbain ou de la dimension de la ville dans les travaux sur le discours, ou des travaux qui portent sur le discours numérique. Alors, les propos introductifs sont donc les ouvrages de Louis-Jean Calvé. Je passe un peu sur la rhétorique. Alors, une expression que j'aime beaucoup, que j'adore, de Gaspard Cyrus, qui parle de Louis-Jean Calvé, ni maître ni Dieu, parce qu'il a permis justement une vision assez libérale de la sociolinguistique. Il dit dans son ouvrage clé, dans son ouvrage référence, qu'il n'y a pas de sociolinguistique, mais des sociolinguistiques différentes. Il reste pourtant dans ces approches divergentes, une constante, la sociolinguistique, et on va voir que cette idée va revenir souvent, elle va concerner même la sociolinguistique urbaine. Alors, toujours dans son ouvrage référence, il parle de la ville comme laboratoire, qui va justifier ce qu'il va appeler une sociolinguistique urbaine. Donc là, je rappelle, j'ai relu introduction, donc les voies de la ville, introduction à la sociolinguistique urbaine, et j'ai essayé de mettre en exergue tous les concepts, toutes les idées qui ont ouvert la voie, donc justement à la sociolinguistique, parce que très souvent, on a tendance à utiliser l'ouvrage, à le citer, mais sans trop s'attarder sur les concepts clés qui sont toujours utilisés dans le domaine de la sociolinguistique urbaine. Alors, dès l'amorce, dès le début de cet ouvrage, il parle d'une approche linguistique de la ville. Alors, il cite les travaux de Chicago, de l'école de Chicago, et il rappelle les continuités épistémologiques qui existent entre les travaux de l'école de Chicago sur la ville américaine de Chicago et les travaux qui se sont inspirés des apports de l'école de Chicago. Et un
un des points importants, c'est le rejet du réductionnisme biologique, donc le racisme, et ce sont des points que l'on va retrouver aussi dans les travaux actuels en sociolinguistique urbaine. Alors, il conclut son introduction par l'urbanisation, qui est un phénomène qui va croissant et qui va impacter donc l'avenir des situations linguistiques, et il insiste sur le facteur urbain comme élément déterminant dans l'évolution des pratiques linguistiques et plus important encore sur l'avenir des langues de manière générale. Alors, l'introduction à la sociolinguistique urbaine et les voies de la ville de Louis-Jean Calvé peut être perçue comme un programme. Moi, je vois l'ouvrage comme comportant deux parties. Une partie théorique où il y a un programme théorique pour la sociolinguistique urbaine et une deuxième partie où il revient sur ses expériences de terrain, sur ses recherches, sur ses travaux sur le terrain. Alors, il rappelle que la ville, la fameuse citation de Louis-Jean Calvé, comme facteur d'unification linguistique, comme lieu de conflit de langue et comme lieu aussi de coexistence et de métissage linguistique. Alors, il rappelle les phénomènes les plus importants que l'on voit au milieu urbain. Donc, le phénomène de l'autorégulation qui est donc à l'origine des formes véhiculaires et qui aboutit généralement à l'unification linguistique. Il va parler aussi du conservatisme linguistique qui va opposer, ou qui s'oppose, on va dire, aux formes déviantes au milieu urbain, les fonctions critiques identitaires dont les parlent les jeunes. Et il va parler aussi de la quête identitaire qu'on perçoit, qu'on va percevoir à travers les pratiques linguistiques. Alors, les autres points importants aussi que l'on retrouve dans cet ouvrage, c'est l'intégration comme enjeu prioritaire. Et donc, c'est tous ces points qui vont être repris dans la sociolinguistique urbaine telle que pratiquée aujourd'hui. Il rappelle l'utilité sociale de la sociolinguistique urbaine et il explique que la sociolinguistique urbaine a une utilité sociale, une pertinence sociale dans la mesure où elle permet de comprendre des phénomènes comme l'intégration des migrants, l'exclusion des minorités dans notre société, etc. Donc, les thèmes privilégiés, et je cite là des fragments du texte de Louis-Jean Calvé, les thèmes principaux, c'est les bas quartiers, les mauvais lieux, la culture interstitielle, la notion de réseau, la mobilité des nouveaux immigrants, les lieux de transition, la ville comme forme spatiale, comme phénomène culturel, donc l'environnement graphique, la parole urbaine. Et il explique aussi que la communauté sociale est définie géographiquement. Donc on va trouver aussi là les ingrédients, si vous voulez, de la sociolinguistique urbaine actuelle. Alors, des réserves ont été émises à l'égard de cet ouvrage. Donc, on a parlé des subjectivités langagières qui manquaient peut-être dans cet ouvrage, la dimension concernant la subjectivité langagière et l'environnement, les environnements indiscursifs qui ne sont pas assez présents. Et pourtant, je retrouve une citation de Louis-Jean Calvé où il dit que la ville rend caduques les attitudes linguistiques traditionnelles et génère l'émergence d'une nouvelle identité. Et il évoque aussi la mise au point d'une méthodologie linguistique qui ne sépare plus la langue de ses conditions d'utilisation, qui prenne en compte les réseaux sociaux, les structures sociales, les relations de pouvoir et d'exclusion, les stéréotypes et les sentiments. Donc, il faut peut-être lire aussi l'ouvrage de Jean Calvé comme un programme et non pas comme un travail de recherche qui porte sur les discours, sur les pratiques linguistiques, etc. Alors, il revient, Louis-Jean Calvé, en 2005 sur les voies de la ville dans un article qui a été demandé, il a été commandé, on va dire, par Thierry Bulot. Et donc, il tire aussi les enseignements à partir de cet ouvrage et à partir des travaux aussi qui ont été faits dans le cadre de ce qu'on appelle la sociolinguistique urbaine, la mal nommée peut-être, comme disait Rosalie tout à l'heure, mais on va aussi revenir sur la question de la dénomination de cette discipline et les problèmes qu'elle pose. Alors, dans cet article, si j'ai bien saisi le contenu de l'article, et Jean Calvé est là pour le confirmer ou l'infirmer,
En gros, il dit qu'il n'y a pas de sociolinguistique urbaine, mais des sociolinguistiques urbaines différentes, tout comme il y a des sociolinguistiques différentes. Alors, il rappelle aussi le programme de la sociolinguistique urbaine. Il parle de la gestion in vivo du plurilinguisme, l'analyse du discours en rapport avec les pratiques langagières en contexte urbain, et la vie comme productrice lexicale, et peut-être aussi d'autres dimensions que l'on va voir un peu plus tard. Alors, il s'interroge beaucoup, lui, Jean Calvé, dans cet article qui date de 2005 sur la sociolinguistique urbaine. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, un recul critique et réflexif par rapport à ce qu'il a lui-même écrit, mais par rapport aussi à ce que d'autres ont produit. Je me permets à la suite du questionnement de lui, Jean Calvé, de poser quelques questions. J'implore l'indulgence de l'assistance ici parce que voilà, j'ai posé des questions qui me tenaient à cœur, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions, mais ce sont des questions aussi que je me pose souvent, mais que mes étudiants aussi me posent très souvent. Alors, Calvé s'interroge: linguistique ou sociolinguistique, sommes-nous des linguistes ou des sociolinguistes, sommes-nous des linguistes à mi-temps, des sociolinguistes le reste du temps, et faisons-nous à mi ou à plein temps de la sociolinguistique ou de la sociolinguistique urbaine? Donc, voilà. Que faisons-nous quand nous faisons de la sociolinguistique ou quand nous faisons de la sociolinguistique urbaine? Alors, à sa suite, donc, je me pose la question: est-ce que nous faisons de la sociolinguistique tout court quand nous faisons de la sociolinguistique urbaine? Est-ce que la sociolinguistique générale n'a pas été une sociolinguistique de crise, tout comme l'est la sociolinguistique urbaine? On essaie de voir un peu les ressemblances entre les deux disciplines, ou ce qui peut être une discipline, la sociolinguistique générale, et une approche en relation avec cette discipline que pourrait être la sociolinguistique urbaine. Est-ce qu'on n'a pas attribué le qualificatif parfois d'urbain à des travaux qui ont porté uniquement sur la variation au milieu urbain? C'est aussi la question que se pose Claudie Moïse dans ses travaux. Et la sociolinguistique des années 60-70 n'est-elle pas de naissance urbaine? Est-ce qu'elle n'a pas interrogé la dimension urbaine, l'urbanisation des grandes villes américaines notamment? Est-ce qu'elle n'a pas emprunté à la sociologie dans ses concepts et ses méthodes? Ça, lui, Jean Calvé le rappelle très souvent dans ses recherches. Il établit toujours les continuités avec la sociolinguistique générale, ce qui nous autorise aussi à réfléchir à la différence qu'il y a entre les deux disciplines. La question que je me pose à mon tour, c'est: est-ce que la sociolinguistique urbaine qualitative, qui s'intéresse au discours, qui est plus centrée sur le discours, n'illustre-t-elle pas souvent des situations macro-sociolinguistiques? Donc, je cite les travaux de Maria Philippou sur Chypre, du Canada de Monica Heller, et les travaux de Léla Tsoudi sur le Maghreb. Alors, concernant la dénomination de la discipline, les difficultés pourraient être dues au caractère pluridisciplinaire de la sociolinguistique. Il y a plusieurs objets d'études, plusieurs approches, plusieurs courants, etc. La sociolinguistique urbaine pose problème aussi parfois de définition, mais elle est difficilement cernable, on va dire, quand elle est appelée à être croisée avec des traditions de recherche propres à des contextes différents, où il y a des traditions de recherche différentes. Par exemple, le Maghreb ou le monde arabe, il y a une tradition de recherche plus en dialectologie qu'en sociolinguistique variationniste, contrairement à d'autres contextes. Et donc, le fait de les croiser pourrait être amené à des théorisations nouvelles, à des conceptualisations aussi parfois nouvelles, comme pour le concept ou les concepts d'urbanité et de citadinité. Voilà, je rappelle aussi que les traditions de recherche sont aussi dictées par les exigences, parfois les spécificités des terrains dans lesquels elle est pratiquée, cette sociolinguistique. Je voulais dire aussi que la sociolinguistique urbaine nous permet de recueillir des discours épilinguistiques en lien avec l'appropriation des espaces de la ville, qui peuvent appuyer des travaux en sociologie urbaine notamment. À l'occasion d'une publication d'un de mes articles en Moussaganem avant l'envahissement, j'avais discuté avec des sociologues, des urbanistes, qui m'expliquaient que on a beaucoup parlé d'influence, par exemple, des ruraux dans les villes, l'immigration, etc. Mais nous manquons de témoignages, nous manquons de discours.
Donc, sur ces expériences, nous, en sociologie urbaine, nous empruntons à la sociologie urbaine ces concepts et ces méthodes, mais ça ne va pas toujours dans les deux sens. Les sociologues ne s'appuient pas toujours sur des travaux en sociologie urbaine pour expliciter certains phénomènes, pour expliquer certains phénomènes, pour appuyer tout simplement certains phénomènes comme la stigmatisation du rural par exemple, comme l'exclusion des minorités, etc. Alors, Calvé rappelle aussi qu'au commencement était la diglossie, et il dit que les frontières sont poreuses entre la sociolinguistique urbaine et la sociolinguistique en général. Claudie Moïse abonde ce sens pour expliquer que la sociolinguistique urbaine, c'est courant, on va dire, la sociolinguistique générale qui est en mouvement, qui est en évolution, et elle s'interroge sur le rôle de la ville comme variable et ce que fait la ville aux langues et aux locuteurs des langues. Ça devrait être cela aussi le questionnement de la sociolinguistique urbaine. Et elle dit qu'il y aurait plusieurs sociolinguistiques urbaines comme il y a plusieurs sociolinguistiques. Alors, une question aussi que se pose Louis-Jean Calvé, c'est la mise en mots de l'espace, ou la mise en discours de l'espace, qui n'est pas seulement, ou la mise en mots qui n'est pas seulement urbaine ou citadine, mais elle peut être rurale aussi. Ça, c'est une question que me posent souvent mes étudiants quand je leur parle des phénomènes de stigmatisation, de l'hétérodésignation, de l'autodésignation, qu'ils observent au milieu rural parfois, et on me dit est-ce qu'on peut faire la sociolinguistique urbaine au milieu rural puisqu'on observe les mêmes phénomènes de violence verbale, de stigmatisation, de rejet de l'autre, etc. Donc je me pose la question, est-ce qu'on peut faire la sociolinguistique urbaine au milieu rural, semi-rural? Il faut définir aussi l'espace, semi-urbain. Voilà, donc tous les phénomènes de la hiérarchisation sociolinguistique et spatiale. Je vous raconte rapidement une anecdote d'un anthropologue, islamologue algérien qui s'appelle Mohamed Arkoun, qui raconte lui, une anecdote, quelque chose qui lui est arrivé en Kabylie, dans les montagnes de la Kabylie, donc on est très loin de l'environnement urbain, et où, très jeune, il décide de prendre la parole pour parler, d'un sujet dans une espèce de café littéraire. Et il y a le père de Mouloud Ma'amri, l'écrivain francophone, qui vient lui dire « Toi, originaire du village d'en bas, tu n'as pas le droit de prendre la parole. Si quelqu'un doit prendre la parole en kabyle, c'est moi. Si quelqu'un doit prendre la parole en français, en arabe, c'est le frère aîné de Mouloud Ma'amri, l'écrivain. Et si quelqu'un doit prendre la parole en français, en arabe, c'est le frère aîné de Mouloud Ma'amri, et si quelqu'un doit prendre la parole en français, c'est Mouloud Ma'amri, qui sont du village d'en haut, en Kabylie, et donc ceux qui sont du village d'en bas n'ont pas le droit à la parole. Donc est-ce qu'on peut ici envisager une sociolinguistique urbaine ou simplement la hiérarchisation de la parole en fonction de l'espace? Alors, est-ce qu'il est envisageable, une autre question que je me pose, d'intégrer la dimension discursive dans les travaux en dialectologie urbaine, notamment la dialectologie arabisante, chose qui pourrait peut-être remplacer ou conforter la présentation ethnographique que l'on fait généralement des villes, où on parle de la composante sociale humaine, du profil sociolinguistique d'une ville, intégrée du discours, quand on s'intéresse au phénomène linguistique à la dimension épilinguistique ou discours épilinguistique de ces populations-là. Alors, la question aussi que je me pose, c'est est-ce que la pratique d'une sociolinguistique urbaine se justifie par l'urbanisation dense et massive des mégapoles, des grandes villes, ou par la pertinence du fait urbain dans la fabrication des discours, dans la construction des identités sociales également. Est-ce que la sociolinguistique urbaine devrait interroger l'urbain, qui est encore sujet à définition chez les urbanistes, parce qu'on a fait le tour en sociolinguistique urbaine, ou bien est-ce qu'elle devrait interroger l'urbanisation dans la détermination des pratiques linguistiques? Alors, est-ce qu'elle devrait interroger l'espace urbain qui est un lieu de concentration
et de confrontation des identités sociolinguistiques, à quel degré de densité. Autrement dit, est-ce qu'on est en présence de deux sociolinguistiques urbaines ou de deux dimensions de la pratique de la sociolinguistique urbaine, une macro-sociolinguistique de la ville qui s'intéresserait aux effets de l'urbanisation, je paraphrase Jean Calvé, sur l'avenir des langues, donc tout ce qui est disparition des langues, unification des langues, formation des communés, etc. Ou est-ce que on est en présence d'une sociolinguistique ou d'une micro-sociolinguistique urbaine, qualitative, centrée davantage sur les discours qui, elles, s'intéressent sur les effets de l'urbain ou du facteur urbain sur les pratiques linguistiques, donc tout ce qui relève des discours épilinguistiques, identitaires, la fabrique de l'urbain, comme l'appelle Catherine Miller. Alors, je passe maintenant aux travaux cités par Louis-Jean Calvé dans ses articles, notamment et dans son introduction à la sociolinguistique, qui complète, donc il revient sur ce qu'il a présenté déjà dans les voies de la ville. Alors il y a la sociolinguistique urbaine arabisante de Catherine Miller, qui donc naît de la convergence donc, de plusieurs disciplines, y compris la sociolinguistique urbaine, mais la sociolinguistique interactionniste, variationniste, etc. C'est une sociolinguistique qui s'interroge sur les processus d'unification, de formation, de colonisation des véhicules, des vernaculaires urbains. Elle s'intéresse à la conservation des traits par les ruraux, donc récemment immigrés dans les villes, en milieu urbain. Elle s'interroge aussi sur la variation linguistique comme indicateur des rapports de force entre les différents groupes, notamment multiconfessionnels, parce qu'il y a des tensions d'ordre idéologique, religieuses, etc. Et la question qu'elle se pose, c'est quelles sont les générations qui sont à l'origine de l'évolution linguistique. On sait qu'un des serpents de mer de la sociolinguistique et de la dialectologie aussi, c'est que les femmes sont conservatrices, et les femmes qui sont les plus conservatrices, qui transmettent les archaïsmes, les archaïsmes linguistiques, etc. Et c'est quelque chose aussi qui est en train d'être remis en cause dans les travaux sur le nomastique, etc., où la femme n'a plus le rôle qui lui a été assigné dans les sociétés traditionnelles, et que dans les sociétés en évolution, en mutation, la femme a un autre rôle que celui de transmettre la tradition, y compris la langue, mais qu'elle innove, par exemple, dans le choix des langues étrangères, par exemple, ou la transmission de nouvelles variétés ou d'autres traits linguistiques, notamment. Alors, l'observation des villes dites arabes a permis donc de mettre en exergue des dynamiques intéressantes, complexes. Donc, les parlers des grandes villes apparaissent comme des normes de référence qui concurrencent l'arabe institutionnel, notamment dans les grandes villes comme le Caire. L'unification linguistique n'est pas toujours donc, de mise, n'est pas toujours la norme, parce qu'il y a des phénomènes d'adaptation linguistique, d'accommodation linguistique, d'alternance, de mélange de langues, de mixage de langues, etc. Certaines villes aussi se caractérisent par la coexistence de nombreux parlers, voilà, qui sont considérés comme des standards urbains. Et parfois aussi, l'absence de communauté urbaine s'explique par les tensions ou le trop de tensions qu'il y a entre différents groupes. Et les travaux aussi en sociolinguistique arabisante a mis en exergue la disparition d'anciens parlers citadins, notamment au Maghreb. Alors, dans les travaux de Léa Saoudi concernant le Maghreb, qui sont cités aussi par Louis-Jean Calvé, elle reste aussi on va dire, un programme pour la sociolinguistique urbaine au Maghreb. Et elle parle aussi dans un article de 4 questions qui vont un peu baliser la réflexion, on va dire, autour des questions linguistiques ou sociolinguistiques en milieu urbain au Maghreb. Donc la première question, quelle variation linguistique on observe dans les villes? La relation entre les divisions de l'espace, donc en Delb, en Médina, en quartier, etc. Quel rapport donc, entre les espaces et les pratiques linguistiques ou les traits linguistiques. Elle parle aussi des catégorisations, donc l'hétérodésignation, l'autodésignation aussi des habitants en fonction de leur appartenance ethnique, sociale. Et le dernier point, c'est quelle trace l'histoire de la ville laisse dans les parlers urbains. Alors, il faut dire
que les travaux se font dans le cadre des centres de recherche comme l'IREMAM, l'INALCO, parce que les universités ne s'intéressent pas à ces travaux donc, de dialectologie. Il n'y a pas de département de dialectologie dans les pays du Maghreb ou même dans les pays arabes, on va dire. Il y a des universités où on enseigne des langues étrangères, on enseigne l'arabe, la variété, donc la fusha, la langue standard, mais on ne s'intéresse pas donc, à ces travaux. Donc la plupart des travaux sont faits soit dans des centres de recherche à l'étranger, et voilà, parfois ça peut être permis à titre exceptionnel dans certaines universités, mais ce sont des sujets, on va dire, marginaux quelque part. Alors, les travaux sur le Maroc en dialectologie ou en socio-linguistique urbaine, donc sous l'impulsion de Léa Mseri, ont porté davantage sur les corrélations entre les variétés linguistiques et les espaces. En Algérie, les travaux sont davantage centrés sur le discours. Donc, le discours au milieu urbain, sur les représentations, sur la dimension épilinguistique, mais moins sur les traits linguistiques. Alors, je voulais dire aussi que le cloisonnement parfois est là entre la sociolinguistique urbaine, la dialectologie et d'autres disciplines aussi. Et il est très difficile donc de décloisonner les différents courants, les différentes traditions de recherche. Parce que c'est plus le poids de la tradition qui fait que nous allons rarement vers l'interdisciplinarité, puisqu'il faut parler aussi peut-être d'interdisciplinarité. Alors, dans ces travaux, l'analyse des discours autour de l'espace s'articule de certains points, donc des points récurrents concernant la socio-linguistique urbaine au Maghreb. Donc, on retrouve les mêmes thématiques, on retrouve les mêmes points, et on va voir après que grâce au numérique, à l'espace du web, on verra d'autres thèmes apparaître et d'autres thèmes aussi récurrents. Donc, on a en gros la dialectique de l'espace central et de la périphérie, donc le centre et la périphérie, la complexité des référents lignagés et mémoriels, donc on fait prévaloir des origines, certaines origines ou des généalogies pour se dire habitant légitime d'une ville, et cela autorise aussi l'exclusion souvent symbolique de l'autre de l'espace. Elle n'est pas physique, avant oui, il y avait les murailles autour des villes et on fermait les villes à un certain moment, intramuros et extramuros. Mais aujourd'hui, c'est plus une exclusion, une violence symbolique, on va dire, que physique. Il y a tous les travaux sur les variétés linguistiques, les façons de parler, prestigieuses et stigmatisées, les procédés de l'autodésignation et l'hétérodésignation, la mise en récit du prestige lié aux origines. Les origines qui sont souvent fantasmées, les origines qui sont souvent imaginées, donc aux filiations. Il y a la mise en récit du statut socio-économique des patronymes, même si cela relève aussi d'un discours parfois passéiste de compensation. Et il y a un point important aussi, c'est celui de la primauté de l'occupation de l'espace, sinon l'antériorité de l'occupation de l'espace qui donne de la légitimité à l'habitant de la ville pour se dire premier habitant de la ville. Alors les travaux faits en Algérie s'inspirent principalement des travaux de Thierry Bulot centrés sur le discours. Donc c'est davantage donc, les identités socio-linguistiques dans des espaces urbains donc c'est vraiment la hiérarchisation des espaces dans les villes, dans les grandes villes. Il y a la question des catégorisations des identités et le marquage signalétique de l'espace. Je passe rapidement sur les détails. Il y a aussi, dans certains travaux, l'importance où les urbanités linguistiques gagnent à articuler aussi, ou les travaux sur les urbanités socio-linguistiques gagnent à articuler des disciplines comme la socio-linguistique historique et l'analyse du discours. Donc on a tous les travaux sur les récits de fiction qui aussi retracent ou reprennent des thèmes, ou trouvent des thèmes dans ces récits concernant la violence verbale, la stigmatisation intergroupale, la ségrégation spatio-linguistique, le traitement du stéréotype socio-langagier dans les médias, etc. Donc, il est important aussi de s'intéresser à l'impact de ces productions médiatisées, littéraires, artistiques,
artistique, médiatique, sur les discours circulants ou la formation de ces discours. Donc, bien sûr, des enquêtes sont nécessaires pour mettre en évidence tous ces points. Et aujourd'hui, le recours aux réseaux sociaux, au web, aussi donne de nouvelles opportunités aux chercheurs pour enrichir les questions de recherche déjà que nous avons, sur lesquelles nous travaillons. Alors, une question aussi que je me pose, dans des espaces, par exemple, où l'aspect linguistique n'est pas pertinent, comme dans les villes du Maghreb, par exemple, où les traits linguistiques anciens sont en voie de disparition. Est-ce qu'on peut faire une sociolinguistique urbaine centrée uniquement sur les discours, donc sur les discours autour de l'espace, les discours sur l'espace, ou est-ce qu'il faudrait faire exclusivement de l'analyse du discours urbain ou sur l'urbain? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la sociolinguistique urbaine sans s'intéresser aux traits linguistiques, sans s'intéresser aux aspects linguistiques? Est-ce qu'on peut faire uniquement de la sociolinguistique urbaine centrée sur les discours sur l'urbain, sans tenir compte de la dimension linguistique? Je me pose cette question parce que je me suis intéressée aux travaux d'Amy Orlandi qui parle de cette dimension urbaine, où elle parle de l'ordre comme étant du domaine du symbolique, où elle explique par exemple à travers son concept de silenciement que le silence parfois peut amener à une violence verbale quand l'habitant de la ville n'est pas écouté, on ne peut pas s'exprimer, on n'est pas compris dans la ville, il peut recourir à la violence pour se faire comprendre. Donc, est-ce que la sociolinguistique urbaine peut envisager de travailler uniquement sur les discours, sur la ville, sur le rapport de l'habitant à la ville, de l'occupant de la ville à sa ville, sans tenir compte dans cette dimension historique? Alors, il y a aussi l'espace urbain qui peut participer au délitement du lien social et il peut aussi créer du lien. Nous le voyons aussi à travers l'espace du web, à travers le numérique. C'est le cas des villes digitales où les réseaux sociaux, les technologies numériques permettent des rencontres. Donc je pense aux minorités sexuelles sur lesquelles travaille ou a travaillé Anne-Marie Pavot, qui vont participer à recoudre les liens sociaux, à créer du lien, à favoriser les rencontres, donc à créer des sociabilités urbaines. Au Maghreb, nous assistons aussi à la création de communautés de discours aussi autour des origines, autour des filiations, autour des patronymes, autour des façons de parler qui sont partagées par différentes populations un peu éparpillées partout au Maghreb ou même dans un pays comme l'Algérie, et où ils reconnaissent par exemple une variété translocale comme étant la leur. Donc des façons de parler qui se ressemblent et qui sont dues donc à des immigrations anciennes, notamment turques, andalouses, arabes, berbères, pré-berbères, etc. Alors, parfois ce sont des identités réelles, mais souvent présumées, souvent fictives, souvent donc fantasmées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, les réseaux sociaux numériques, on l'a vu à travers aussi des travaux que nous avons menés, vont apparaître comme aussi un espace énonciatif. L'espace de l'Internet, l'espace numérique, virtuel, va apparaître comme un espace discursif aussi, un espace énonciatif où vont se former aussi des communautés de discours, où il y a donc la mise en valeur des identités minoritaires, parfois minorées, des identités locales, souvent marginalisées, et où on va aussi reproduire les normes linguistiques et culturelles de variété qui est considérée comme la plus prestigieuse ou la plus légitime, on va dire. Alors, les travaux sur la dimension de la ville dans les discours numériques, c'est aussi une tendance que nous observons de plus en plus,
et qui permet, donc je l'ai dit tout à l'heure, d'enrichir les questions de recherche, mais de trouver aussi de nouveaux thèmes qui vont expliquer parfois les ségrégations intra-urbaines, les tensions entre différentes communautés, etc. Donc le recours aux réseaux sociaux numériques nous a permis d'avoir une meilleure visibilité des discours ségrégationnistes sur les réseaux sociaux numériques. Vous savez, les difficultés de l'enquête, ce sont des discours qui sont produits en temps de tension, quand il y a de la tension, quand il y a des conflits, et c'est très difficile de reproduire ça dans le cadre d'une enquête. Enfin, il faut vraiment créer de la tension, créer du conflit, ou poser des questions provocantes un peu pour avoir ce discours un peu violent, on va dire, entre guillemets, et pour comprendre les tensions qu'il y a entre les communautés. Donc très souvent, l'espace Internet permet donc de faire une observation longitudinale, une observation de ces conflits quand ils ont lieu, au moment où ils ont lieu, au moment où il y a polémique, au moment où il y a des tensions, etc. Donc c'est un espace qui permet donc d'avoir aussi de nouveaux discours et aussi de nouveaux, on va dire, de nouvelles raisons de conflit. On a donc un recueil spontané, on va dire plus ou moins spontané, on sait qu'il n'y a pas de données authentiques, il y a toujours, on s'adresse toujours à quelqu'un, donc on est toujours dans une co-construction, mais c'est discours plus ou moins spontané par rapport à ce qu'on pourrait recueillir dans le cadre d'une enquête. Internet nous permet aussi oblige un peu le chercheur à prendre du recul par rapport à son objet d'étude, par rapport à ses catégorisations. Là, je me réfère à l'hémicycle de terrain de Philippe Blanchet, où il explique que l'enquêteur ne doit pas imposer ses propres catégories de recherche dans l'analyse qualitative, dans les méthodes empirico-inductives, etc. Donc, Internet nous permet aussi parfois de recueillir les catégorisations telles qu'elles sont formulées, telles qu'elles émergent de la bouche même des enquêtés, sans qu'on ait nous-mêmes à donner ces catégorisations ou interroger les enquêtés sur ces catégorisations. Donc, j'ai pu ainsi recueillir donc, plusieurs thèmes auxquels je n'avais pas pensé auparavant, mais plusieurs appellations, plusieurs dénominations, plusieurs désignations aussi, qui ont émergé comme ça sur le net et qui pourraient émerger aussi dans le discours de tous les jours aussi. Et je me dis aussi qu'au Maghreb, par exemple, c'est dans les transports en commun où on a le plus de chances de recueillir du discours entre guillemets authentique. Parce qu'en situation d'enquête, c'est un peu difficile d'obtenir ces discours, on va dire, plus ou moins spontanés. Alors, la constitution de communautés de discours aussi traduit une volonté parfois de résistance au changement, de conservation, de revendication, donc de variété locale, translocale, comme je l'ai dit, d'identité mythifiée, etc. Et de créer aussi de nouvelles formes de variabilité. Donc j'ai travaillé longtemps sur le cas de la ville de Mostaganem, et donc quand je me suis intéressée donc, au discours sur le web, j'ai pu voir que il y a des revendications auxquelles je n'avais pas pensé auparavant, et qui sont celles de la bourgeoisie ancienne, ou des villes, des communautés anciennes qui revendiquent une certaine légitimité d'occuper la ville, etc. Et qui revendiquent aussi une façon de parler différente de celle des arrivistes, des envahisseurs, comme on les appelle. Et parmi ces revendications, il y a la valorisation des figures locales et régionales, donc des gens originaires aussi de ces familles. Ils se plaignent aussi d'un défaut de reconnaissance par les institutions, ça va dans le même sens. Et parmi les causes de la dégradation de la ville, et donc de l'émergence de ces discours donc un peu tendus, c'est la densité, donc on a la densité de la population, l'exode rural, donc la gestion de la ville, la mauvaise gestion de la ville est due à ces causes. Elle n'est pas due à la mauvaise gestion de la ville par les autorités locales, mais elle est due à l'exode rural. Elle est due à la mauvaise hygiène aussi, elle est due à l'exode rural. L'incompétence des élus, par exemple, elle est
expliqué par l'origine rurale de ces élus qui n'ont pas de lien affectif aussi avec la ville, qui n'hésitent pas à ne pas restaurer, à raser certains monuments historiques ou certains endroits ou quartiers emblématiques ou historiques carrément de la ville. Et voilà, donc ce sont des thèmes que j'ai pu recueillir en m'intéressant en m'intéressant au discours que des internautes ont produit sur la ville à travers des photographies dans un de mes articles, mais ce sont des thèmes auxquels je n'avais pas pensé auparavant et que je ne connaissais pas auparavant. Donc c'est un peu le recours au web pour collecter ces discours qui a permis donc de voir cette dimension urbaine dans les discours. Anne-Marie Pavot parle de la sociolinguistique populaire, donc c'est un ensemble de discours savants sur les formes, etc. Une collègue aussi qui travaille sur le discours numérique parle, elle, de discours savants sur la ville, parce que parfois c'est des architectes, c'est des urbanistes qui créent des groupes, donc ils forment des communautés de discours où ils produisent un discours savant, mais ça reste dans le cadre des réseaux sociaux numériques. Voilà. Donc, pour terminer, quelques propos conclusifs et récapitulatifs. Donc, Louis-Jean Calvé, dans Les Voix de la ville, Introduction à la sociolinguistique urbaine, a ouvert la voie assurément à une sociolinguistique urbaine décloisonnée, une sociolinguistique urbaine qui aussi invite au décloisonnement. Il a lancé un programme qui a envisagé donc différentes approches linguistiques de la ville et qui a posé donc plusieurs questionnements. On va dire que les questions théoriques et méthodologiques soulevées dans les voies de la ville, mais dans Introduction à la sociolinguistique et dans les articles aussi qui ont suivi, continuent à alimenter le champ de la sociolinguistique et de la sociolinguistique urbaine notamment. Et ces questionnements, son questionnement nous permet encore de réfléchir aussi au devenir des urbanités linguistiques à travers le numérique. Louis-Jean Calvé a rendu et rend visible aussi l'élargissement de la discipline à des contextes qui impliquent d'autres conceptualisations, d'autres théorisations, donc à travers les rééditions, donc revues et remontées de ses ouvrages. On lui doit aussi le fait d'aller sur les terrains marginaux pour repousser un certain centralisme, on va dire, dans le monde de la recherche, pour déconstruire les objets d'étude, qui les soumet sans cesse donc à la réflexion critique et à la réflexion épistémologique également. Louis-Jean Calvé pose sur les questions sociolinguistiques, je vais dire, le regard passionné, toujours passionné, mais serein et apaisé de celui qui a fait le tour de la question sociolinguistique et des questions de sociolinguistique. Pour tout cela, nous lui disons merci, Louis-Jean Calvé, dans toutes les langues. Et puis j'ai un petit mot aussi auquel j'ai pensé pour finir, pour le remercier, qui est toujours inspiré de ses travaux et inspiré du titre de son dernier ouvrage. Tant mieux si la route est longue, je dirais tant mieux si le chemin est cheminement, si le chemin est questionnement, si les semaines de vent de celui qui ne pouvait être ni maître ni Dieu ouvrent les voies pour aussitôt en montrer d'autres. Tant mieux si un dénommé Louis-Jean Calvé, labourant durement, a sillonné le champ de la sociolinguistique en ensemençant avec talent, intelligence et liberté intellectuelle. Merci, Louis-Jean Calvé.